Horizon d'Afrique, a production of Kwazambia African TV, bridging Africa to the world. Today's show was sponsored by Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue une fois de plus à Horizon d'Afrique, une production de Kwazambia African TV, votre télévision africaine, donc au studio Thomas Sankara à Omaha, Nebraska. Je suis Franck Eban. Merci encore une fois de plus d'être avec nous aujourd'hui. Je reçois donc deux invités. Nous avons donc Monsieur Julien Kouala. Julien, vous êtes spécialiste en communication et marketing. Vous êtes originaire du Burkina Faso et vous êtes également propriétaire de la marque Wenlock Square. Julien, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Bonsoir. Excellent. Alors, je reçois également mon contributeur. Vous le connaissez déjà. On parle donc de Monsieur Pierre Sagittaire. Pierre, comment ça va? Ça va très bien, par la grâce de Dieu. Toujours un plaisir de t'avoir parmi nous, merci, Pierre. Merci. Excellent. Alors, on reste assez au chaud. Toujours. Il fait beaucoup froid ces derniers jours. Toujours. Excellent. Alors, chers téléspectateurs, aujourd'hui, nous allons donc aborder, comme de coutume, un sujet qui touche le cœur de l'Afrique même. Nous allons parler de l'esclavage, la colonisation. L'Afrique a-t-elle droit à des réparations? Alors, Julien Kouala, aujourd'hui, à quel niveau pouvons-nous dire en tant qu'Africains que la colonisation, l'esclavage est réellement responsable des maux dont souffre l'Afrique aujourd'hui? Je parle du retard économique, développement politique et tous les chaos qu'on sait que l'Afrique expérimente. À quel niveau aujourd'hui pensez-vous que l'esclavage ou la colonisation aurait joué un rôle? D'accord. Merci pour la question. Mais avant de répondre, je voudrais adresser mes salutations à tous nos auditeurs. Merci à toute la diaspora qui nous suit de partout le monde. Maintenant, pour entrer dans le vif du sujet, je vais tout d'abord dire que pour moi, l'esclavage, c'est un crime. C'est un crime contre l'humanité. C'est un crime qui a atteint de façon qu'on ne peut même pas calculer les droits de l'homme. Et pour dire que l'esclavage est en grande partie responsable du retard africain sur son développement, parce que pour moi, l'esclavage a eu un impact politique, historique et économique. Absolument. Nous étions bien organisés en Afrique, bien avant le contact avec les Blancs. Et un beau matin, ils sont arrivés avec leurs bateaux. Nous les avons accueillis. Nous les avons tellement bien accueillis. L'accueil qui est une culture africaine. Oui. Et pour nous payer, pour nous remercier pour notre accueil, ils nous ont réduits en esclaves. Ils nous ont balkanisés, ils nous ont divisés. L'Afrique, c'est un tout. Nous sommes un groupe de peuples. Il n'y avait pas de dire « je suis ivoirien, burkinabé, gabonais, congolais » avant le contact avec les Blancs. L'Afrique était un tout. Et il est un tout jusqu'à présent. Ouais. Donc, historiquement, l'esclavage nous a causé un sérieux problème de balkanisation et de division entre peuples africains. Sur le plan politique, l'esclavage a encore joué un grand rôle qui nous a freinés politiquement. Je veux dire que de nos jours, il est patent de voir que de la manière dont les États africains sont maintenant morcelés, on a 54 pays qui se disent indépendants entre griffes, dont un Burkinabé qui part en Côte d'Ivoire se marier à une Ivoirienne et qui a un enfant en Côte d'Ivoire. Cet enfant aura des problèmes s'il se lève un jour et qu'il veut briguer la candidature pour être président en Côte d'Ivoire. Parce qu'on va le taxer d'originaire de Burkina. Je sais que vous savez de quoi je veux dire. Absolument. Et la Côte d'Ivoire n'est pas le seul exemple. On a d'autres pays où, par but politique, ils ont taxé des groupes, des candidats de ne pas être originaires. Donc je crois que tout cela englobe l'impact politique que l'esclavage a rendu à nous, peuples africains. D'accord. Excellent. Et sur le plan économique maintenant, il est clair que l'Afrique continue de patauger. Nous ramons à contre-courant du développement parce que nous sommes très désorganisés et on n'arrive pas à avoir une monnaie commune. En Afrique de l'Ouest, on a 8 pays qui disent qu'ils vont aller avec le franc CFA. Et on a le gros poumon économique, le Nigeria, le Ghana, qui sont avec leur propre monnaie. Donc, voici ce tohu-bohu
entre guillemets, qui fait que les États africains n'arrivent pas économiquement à s'entendre. Et tout cela, on peut pointer du doigt l'esclavage qui nous a désorganisés économiquement aussi. Très bien. Merci encore, Julien. Alors, Pierre, votre avis sur cette question-là? Non, vous savez, c'est une question qui est d'actualité parce que lorsque vous regardez ou lorsque vous asseyez pour analyser le sujet, ouais. D'abord, il y a un devoir de vérité qui doit se faire. Il y a un devoir comment vous dites, d'évaluation de la situation qui doit se faire. Moi, je divise l'impact de l'esclavage, de ce que vous dites, en 3 étapes. Okay? Il y a l'étape de l'esclavage elle-même, il y a l'étape de la colonisation et il y a le néocolonialisme, l'étape du néocolonialisme. Bon, maintenant, ce qui est sûr, c'est que beaucoup remarquent ou bien sont d'accord sur le côté socio-économique, le côté néfaste socio-économique de l'esclavage sur l'Afrique. Mais il y a aussi le côté politique qui n'est pas tellement touché, que les gens ne regardent pas tellement. La plupart des attentions sont braquées sur le côté socio-économique. Mais il y a le côté politique qui est très important et il y a le côté psychologique qui est très important. Vous voyez? Et lorsque vous regardez tout ça, on peut se demander, mais l'Afrique, vraiment, les Africains sont tenaces pour pouvoir s'en sortir d'une situation pareille. Est-ce que vous voyez? Donc, ce que l'esclavage a fait au niveau socio-économique, ça, c'est quelque chose qu'il nous faut d'ailleurs vraiment évaluer pour voir l'impact que cela a jusqu'à ce jour. Alors Pierre, je vais essayer de rester sur le côté ou sur le volet psychologique de l'esclavage, de la colonisation dans les peuples africains et même à travers la diaspora. On a souvent assisté à des discussions ici aux États-Unis où on a souvent exprimé des malentendus, on va dire ça comme ça, entre les Africains immigrants et les Afro-Américains. Sous la donne que voilà, les Africains auraient à un moment donné laissé faire la colonisation. Comment pouvez-vous apporter des lumières sur ce malentendu-là? C'est pourquoi je parle d'évaluation, c'est pourquoi je parle de devoir de vérité. Vous savez, et je suis sûr que beaucoup ne seront d'accord avec moi, l'histoire que nous avons dans nos livres aujourd'hui n'est pas nécessairement ou ne reflète pas la totalité de la vérité. Elle a été falsifiée. Vous savez, les vainqueurs ont toujours... ce sont toujours les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Oui. Est-ce que vous voyez? Et ces vainqueurs écrivent l'histoire selon leur perspective, selon leur vision, est-ce que vous voyez? Donc, mais ce n'est pas la vérité. Vous voyez, il faut vraiment que, et certains experts ont commencé à faire le devoir d'aller en Afrique pour voir, pour enquêter sur la réalité de la réaction des Africains contre, comment vous dites, l'esclavage. Vous savez, c'est facile de dire que les Africains ont vendu leurs frères, mais en réalité, la vérité commence à surgir que dans certains cas, les gens de la côte ont été, comment vous dites, on les a menti, ont été induits en erreur, on les a promis quelque chose qui n'est pas arrivé, on les a dit que leurs frères allaient faire quelque chose ou on allait les amener dans des conditions qui n'ont pas été respectées ou qui n'ont pas suivi la réalité de ce qu'on les a dit. Ça, ce n'est pas
facile de le savoir. Lorsque vous voyez l'histoire des Indiens ici, des autochtones, les Américains, les Indiens, les vrais Américains ici, ils ont suivi la même chose. On les a menti pour voler leur terre. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est pas du nouveau qui a été fait. Mais revenons sur le cas. D'abord, d'autres de ces tribus qui étaient sur la côte étaient sous la pression des armes. Est-ce que vous voyez? Donc, ce n'est pas réellement, ça c'est une polémique parce que, en fait, beaucoup maintenant de ces historiens voient en fait qu'il y a eu de la résistance. Et lorsque ces marchands d'esclaves sont venus et ont pris une partie des côtes, avec les armes modernes qu'ils avaient, vous pouvez voir qu'il était facile maintenant d'aller et de brûler des villages et de prendre les habitants et d'aller les vendre. Mais le côté, ce qui est important de noter ici, c'est que le coupable ou le perpetrator, comme on le dit en Afrique, le coupable essaie toujours les instigateurs essaient toujours de nous tourner contre nous-mêmes. Parce qu'il est facile d'accuser les Africains pour déflecter la responsabilité du bourreau sur les victimes. Alors, on va rester dans cette dynamique de responsabilité, d'accord? Et à ce niveau, je vais venir vers vous, Julien. La dynamique de responsabilité en termes d'exploitation de l'Afrique est réelle. Elle date des périodes de pré-colonisation, on parle d'esclavage, on va accepter qu'on a été exploité à ce niveau. Alors pensez-vous réellement qu'aujourd'hui, de nos jours, avec tout ce que subit l'Afrique comme exploitation dans tous les aspects de la fabrique économique et sociale africaine, pensez-vous qu'aujourd'hui la responsabilité serait toujours aux Blancs, on va dire? Est-ce que l'Occident est toujours responsable de cette exploitation de l'Afrique aujourd'hui? Merci pour la question. Je dirais que on ne peut pas amputer entièrement cette responsabilité à nos ex-colonisateurs. Parce que de nos jours, nous sommes en 2020. Je crois que quand on se projette à l'histoire, avec le changement de mentalité, avec les révélations de certaines parts de vérité, nous, en tant qu'Africains, devons nous asseoir et nous dire, nous devons maintenant nous assumer et de changer les choses. Absolument. Donc, je pense qu'il est temps pour nous, en tant qu'Africains, de ce millénaire, d'arrêter de pleurnicher et de dire que nous sommes en retard parce que c'est le blanc qui nous a causé ça. Je crois que ce n'est pas ce que les Chinois ont fait. Si c'était ce que les Chinois allaient faire comme nous, ils allaient toujours accuser les Japonais et la Chine n'allait pas être ce grand et ce géant économiquement de nos jours. Donc je pense que nous avons une jeunesse africaine aujourd'hui. Il est bien normal de constater, c'est triste que nos dirigeants actuels continuent d'empiéter et de freiner l'essor économique de nos pays. Ouais. C'est très malheureux, mais je crois qu'on peut compter sur une brillante jeunesse africaine qui a de l'avenir, qui ne pleurniche pas trop, et on pourra se responsabiliser et nous assumer. Absolument. Alors, donc, on va rester dans cette optique-là. Pierre, réparation, est-ce que c'est pensable? Pensez-vous que réellement, l'idée, le concept de réparation pour les maux causés par la colonisation, l'esclavage, est une requête qui est vraiment possible? Est-ce que c'est réalisable aujourd'hui? Ça, tout est réalisable. Vous savez, les Anglais disent « where there is a will, there is a way ». Ça ressemblerait à quoi, la réparation? Donc, mais avant de répondre à cette question, avant de revenir sur l'aspect ou comment est-ce que cette réparation peut se faire, j'aimerais un peu revenir sur la question posée à mon frère Julien ici. Et vous savez, quand je parle du côté psychologique de l'esclavage, ce qu'on nous a fait croire, c'est que le blanc est venu comme un marchand et
est venu faire des affaires avec vous et c'est vous qui avez livré vos frères. Oui, donc, il n'y avait pas de problème. Hein. C'est ce qui se dit. C'est ce qui se dit. C'est ce qui se dit. C'est ce qu'on essaie de nous faire croire. Mais lorsque vous regardez, lorsque vous allez plus profondément et vous voyez la réaction des gens, la réaction de nos frères africains, de ce qui s'est passé après l'esclavage, vous voyez qu'il y a une tendance d'infériorité de ces Africains-là vis-à-vis du blanc. Ce qui vous fait dire, mais en fait, ces gens-là ne sont pas venus négocier en frères. Ça veut dire qu'ils sont venus avec des armes, ils se sont imposés, ils ont imposé la peur. Et ça a créé cela jusqu'à ce jour. Et ça a été l'ouverture pour la colonisation. Ça a facilité la colonisation. Est-ce que vous voyez? Mais lorsque je reviens un peu à M. Julien, parce qu'il a donné un exemple qui est très important. Il a donné l'exemple des Chinois et des Japonais. Et beaucoup savent que les Chinois ont été colonisés par les Japonais. Bon, moi, particulièrement, j'aime toujours donner cet exemple-là. Lorsque vous attachez ma main derrière et mes pieds, vous me demandez de courir, ok? Ben, je vais faire l'effort de courir. Mais ce serait mieux si vous enlevez les liens, les chaînes, et alors vous allez voir si je peux vraiment courir ou jusqu'à où je peux aller. Lorsque nous prenons l'exemple, qui est un très bon exemple, et la position de M. Julien, beaucoup le partagent, mais moi je vois un peu le truc d'un autre côté. Je ne pense pas que nous sommes en train de pleurnicher, mais je pense qu'il est temps pour nous, non seulement de mettre la pression sur l'Occident pour qu'ils nous laissent en paix, qu'ils enlèvent leurs genoux sur notre cou pour que nous puissions respirer. Mais Pierre, justement, cette pression-là, elle ressemble à quoi? Cette pression, elle ressemble au néocolonialisme, à la domination politique, économique, sociale et culturelle que nous expérimentons actuellement. Tout ce qui se fait en Afrique, où l'Africain est mis dans une position où elle doit attendre de l'extérieur, elle doit attendre de l'Occident. On a les ressources, on peut transformer les ressources, mais on fait tout pour qu'on ne décolle pas économiquement. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va commencer à transformer nos propres ressources, ça veut dire qu'on n'a plus besoin de vendre ça à quelqu'un. Ou on peut les vendre au prix que nous avons choisi. D'accord. Lorsque vous prenez la Chine, et je reviens encore sur cet exemple du Japon, la Chine s'est développée maintenant parce que la Chine n'a plus de chaîne qui la lie au Japon. Le Japon ne contrôle plus politiquement, économiquement ou de façon sociale ou culturellement la Chine. Donc c'est facile pour la Chine de se développer et c'est ça que nous voulons, c'est ça que nous demandons à l'Occident. La première des choses, c'est que nous devons garder la pression pour que les gens sachent que nous ne sommes pas libres politiquement. Nous ne sommes pas indépendants. Nous ne sommes pas encore indépendants. Malgré ce qu'on vous dit, il y a toujours une bonne dose d'ingérence dans nos affaires. Économiquement, nous ne sommes pas indépendants parce que tout est fait pour nous garder dans un système comment vous dites, de dépendance économique. Alors Pierre, je te sais toujours très passionné lorsqu'il s'agit de libérer l'Afrique. On va rester sur la question des réparations, ce concept des réparations. Et là, je viens vers vous, Julien. Est-ce que vous pensez que le concept de réparation pour l'Afrique ressemblerait à une aide au développement ou ce serait juste pour vous du cash qu'on recevrait donc de l'Europe? Moi, je crois que le concept de réparation de l'esclavage ne saurait être en cash. Parce que, bon, on est africain, on se connaît. Si nous recevons une liquidité, soit disant que, voilà, tenez, c'est en contrepartie pour ce que nous vous avons fait, on se donne 10 ans, on n'aura pas de bilan. Pourquoi? Parce que, malheureusement, encore un côté néfaste de l'esclavage. La colonisation a formé et
former des dirigeants qui nous dirigent aujourd'hui, qui ne répondent pas aux valeurs que nos ancêtres et grands-parents africains avaient, c'est-à-dire qu'ils sont experts en détournement et en gabegie et en dilapidement de nos ressources. Donc si on les remet une liquidité de cash pour les dire de réparer le continent, malheureusement, je ne pense pas qu'on aurait satisfaction. Donc on va aller à l'aide au développement alors? Aller à l'aide au développement peut aussi être un piège. D'accord. Parce que je voudrais poser une question peut-être dans mon argumentaire. Il n'y a aucun pays, ou bien connaissez-vous un seul pays, pas en Afrique, de par le monde, qui a reçu l'aide de développement, que ce soit de la Banque mondiale ou du FMI, et qui aujourd'hui peut dire, voilà, j'ai reçu combien de milliards, et aujourd'hui je suis un pays développé. Y a-t-il un seul pays? Je ne pense pas. Merci. Donc, quel qu'en soit le montant que l'Afrique va recevoir, je crois que c'était en 1999 que les États africains avaient demandé réparation et ils avaient estimé une somme de, je crois que c'était 177 000 milliards, mais c'est resté pendant jusqu'à présent, il n'y a pas eu de suite. Et il y a le professeur William Darity de l'université de Duke, en North Carolina, qui est un grand renommé de l'étude de réparation de l'esclavage, qui a fait des recherches et qui a pu tracer. Et il a dit qu'il y a plus de 30 millions de Noirs traçables qui ont des liens dont leurs parents ont été des esclaves. Et que chaque Noir de ces 30 millions-là, on devrait le récompenser, faire une réparation de 250 000 $. Et si on fait ce cumul de 250 000 par les 30 millions de Noirs, on aura approximativement 10 000 milliards de dollars, chose qui est le double du budget de l'État américain. Donc c'est pour dire qu'on ne peut pas dire qu'on va donner de l'argent ou compenser financièrement le peuple noir pour l'esclavage. C'est parce que c'est inestimable. Moi, je pense que la meilleure réparation qu'on peut apporter au peuple noir, je pense que ça sera une compensation qui va être écrite, je dirais légale, qui va plus protéger les Noirs. D'accord. Que ce soit en Afrique, en Europe, aux États-Unis, que les Nations Unies disent voilà, le peuple noir a été le peuple qui a été le plus marginalisé, discriminé, qui a subi le plus de torts. Le professeur Elikiam Bokolo a fait une estimation qui dit qu'on a plus de 50 millions de Noirs qu'on a exportés du continent, qu'on a vendus. Et dans les 50 millions, il y a eu des morts. Donc, que les Nations Unies disent, voici des lois, qu'on ne tue plus un Noir comme un poulet aux États-Unis, ou qu'au Brésil, où il y a plus de 50 millions de Noirs sur 208 millions d'habitants, et que les 77% sont pauvres dans les favelas, c'est des Noirs ou métis, qu'au Brésil, il y a des lois qui protègent les Noirs, oui. Et pareil aux États-Unis. Je crois que ça serait une forme de compensation pour l'esclavage. Sinon, je pense que financièrement, ça sera caduque parce que, connaissant nos dirigeants, ça va vouer à l'échec. Absolument. Alors, Pierre, je vais rapidement revenir sur cette question. Pour moi, cette idée de réparation en termes réparation financière ne passerait pas pour l'Afrique. Pouvez-vous penser qu'aujourd'hui, il y aurait un pays spécifique qui devrait payer plus pour cela? Je pense que c'est une très bonne question. Je pense que tout pays qui a bénéficié de l'esclavage et qui est aujourd'hui développé, et d'ailleurs tous sont développés aujourd'hui, parce qu'ils ont bénéficié de l'esclavage, doivent payer. C'est une grande partie du monde. Tout pays qui est construit sa fortune sur le dos des Africains doit payer les Africains. Ça, c'est un principe de justice. Ouais. Vous voyez, lorsqu'on parle de... Et j'apprécie beaucoup l'intervention de mon frère Julien ici. Lorsqu'on parle de la manière ou de quelle manière, de quelle sorte cette réparation doit être faite, moi, je diffère de l'opinion de Julien en ce sens que donnez-nous notre cash.
On n'a pas besoin d'aide, on n'a pas besoin d'aide. On n'a pas besoin de demander quoi que ce soit, de commander quoi que ce soit. Donnez-nous ce qui nous est dû. Nous avons été exploités. Si nous décidons de le dilapider, tant mieux, mais cela nous est dû. Est-ce que vous voyez? D'accord. Parce que lorsque vous rentrez dans la polémique où peut-être les Africains ne vont pas bien gérer cet argent, vous faites comment vous dites, vous faites l'affaire de ceux qui se cachent derrière des raisons, une raison ou d'une autre, pour ne pas payer ce qui nous est dû. Remarquez ceci, les Juifs, 6 millions de Juifs, les Juifs ont reçu des réparations pour ce qu'on les a fait. Les Indiens ici, les Indiens, les autochtones ici, ont reçu des réparations et continuent de recevoir des réparations sur le tort qui les a été fait. Les Japonais, lors de la Deuxième Guerre mondiale, lorsqu'ils ont été, comment vous dire, mis dans un campement, ils ont été rassemblés, on les a mis dans un campement, on a limité, on ne les a pas tués, on a limité leur mouvement. On les a payés pour ça. Mais alors, et les Africains, on doit nous payer ce qui nous est dû en cash. On n'a pas besoin d'aide. D'accord. Alors, et Pierre... moi, je vous dirais, comme Moïse l'a dit à Pharaon, oui. Donnez-nous ce qui nous est dû, et nous allons faire ce que nous voulons de notre peuple. Absolument. Alors, on va rester sur ces notes. Le temps nous est imparti. C'était donc un plaisir de vous avoir aujourd'hui. Julien, ça a été un plaisir. Merci encore. Merci. Alors, Pierre, encore une fois de plus, merci pour la gouverne de notre téléspectateur. Aujourd'hui, nous avons donc parlé de l'esclavage, colonisation. L'Afrique a-t-elle droit de réparation? Dans les prochaines semaines, nous allons revenir sur la question, laissant le temps à notre téléspectateur de répondre à la question. Contactez-nous, écrivez-nous sur la page Facebook de Kwazambia African TV pour plus de vidéos et de détails sur ces sujets. Une fois de plus, merci encore et à la prochaine. Horizon d'Afrique, a production of Kwazambia African TV, bridging Africa to the world. Today's show was sponsored by